Bonjour à tous les participants et participantes à ce webinaire de lancement d'une série d'échanges entre chercheurs et journalistes scientifiques, une initiative du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone, RJSAF. Pour ceux et celles qui ignorent tout de ce réseau ou qui n'en ont jamais entendu parler, c'est un réseau né en 2019 lors de l'atelier francophonie de la 11e conférence mondiale des journalistes scientifiques qui s'est tenue à Lausanne en 2019. C'est un réseau qui encourage et valorise la diffusion de l'information scientifique au sein de l'espace francophone. Le réseau œuvre à la vulgarisation de la science dans les pays francophones. Il promeut le journalisme scientifique à travers l'organisation d'une série d'activités, ateliers, formations, prix, concours, bourses et conférences. Parlant des conférences, courant l'année 2022, le réseau a organisé du 10 au 16 octobre la première conférence mondiale des journalistes scientifiques francophones. L'événement a été organisé en partenariat avec l'Association française des journalistes scientifiques de la presse d'information, AJSPI, l'Association suisse du journalisme scientifique, ASJS, et l'Association des communicateurs scientifiques du Québec, ACS. Axée sur le thème « Le journalisme scientifique face à l'urgence climatique », cette conférence a réuni 55 journalistes venant de 21 pays francophones des 3 continents, des journalistes d'Afrique, de la France, de la Suisse et du Québec. Et cette conférence a été un franc succès. Incroyablement dense et riche, il a donné lieu à de nombreux échanges et encore quotidiennement sur des sujets scientifiques, sur la pratique journalistique et sur les événements et actualités scientifiques. Le réseau, la conférence de Dakar a également donné lieu à des échanges amicaux, à des collaborations inspirantes, à des rencontres scientifiques riches en enseignements. À l'issue de cette conférence, notre réseau a lancé un concours de reportage pour récompenser la production de reportages en lien avec l'événement. Les 6 lauréats de ce concours ont été annoncés le 3 mai à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Voilà, vous avez un aperçu des activités de ce réseau qui lance en ce jour une série d'échanges entre chercheurs et scientifiques. Quel est le but de cette initiative? En quoi consisteront ces échanges? Comment se dérouleront-ils et pourquoi les journalistes et les chercheurs devraient-ils y participer et devraient s'y intéresser? À quelle fréquence se tiendront ces rencontres? Avant de répondre à ces questions, je voudrais vous présenter les invités autour de cette table virtuelle. Je commence par ma présentation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Kossi Balao. Je suis journaliste scientifique, président du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Je suis également le directeur du forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales du Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington. À mes côtés, Adrienne Ngono épouse Moussong. Elle est la vice-présidente de ce réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Elle est journaliste scientifique depuis 2012. Elle a travaillé respectivement au quotidien privé, Mutation, où elle a coordonné la rubrique santé-environnement pendant 8 ans, et aussi au journal Le Jour, à l'Agence panafricaine de l'information Panapresse, entre autres, avant de créer son média Science World Info. Bonjour Adrienne. Bonjour Kossi, bonjour à tous les participants. Bonjour Patrick. Merci à vous Adrienne, merci d'être avec nous. Merci de me passer la parole. Je suis effectivement Adrienne Ngono Moussang et la présentation que vous faites de nous. Merci. Merci Adrien. Merci. Vous m'entendez? Oui, nous t'entendons parfaitement bien. Merci aux participants. Le troisième participant, le troisième panéliste à cette table est Patrick Carondois. Il est fondateur et directeur du média Science Média RDC. Il a collaboré et collabore toujours avec le média scientifique SkyDev. Patrick est le secrétaire général du réseau des journaux scientifiques d'Afrique francophone. Il a été chef des programmes à radio universitaire IFDR de l'Institut supérieur de développement rural de Bukavu en République démocratique du Congo. Bonjour Patrick, depuis la RDC. Bonjour Kossi, bonjour à tous les confrères, bonjour Adrienne également. Voilà, tu m'as bien présenté, Patrick Kaondoa, journaliste scientifique basé à Bukavu en RDC. Merci beaucoup et c'est un plaisir de voir aujourd'hui les lancements de cette série de webinaires entre journalistes et scientifiques.
C'est vrai que nous parlons de lancement d'une série d'échanges entre journalistes et scientifiques et chercheurs, mais ici, ne parlons pas, bien sûr, des journalistes généralistes, mais des journalistes scientifiques. Et Adrienne, vous êtes journaliste scientifique depuis 2012 à l'issue d'une formation de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques. Mais quand on parle de ce thème-là, de cette notion-là, de journalisme scientifique, de cette forme journaliste, à quoi ça renvoie et ce qui est journaliste scientifique? En fait, le journalisme scientifique, bon, il y a souvent beaucoup de débats autour de la question. Bon, et je voudrais dire qu'il y en a qui pensent qu'un journaliste scientifique devait être celui-là qui suit un cursus en sciences, peut-être en physique ou, je ne sais pas, santé, en médecine et autres, avant d'aller dans une école de journalisme. Mais moi, je n'ai pas fait cela. J'ai été formée, j'ai été journaliste généraliste et j'ai bénéficié d'une bourse de la Fédération mondiale des journalistes scientifiques, justement. Et c'est au bout de la formation de 2 ans que j'ai reçu un parchemin, une attestation qui faisait de moi une journaliste scientifique. Et depuis lors, bien avant d'ailleurs, je m'intéressais beaucoup aux questions de santé, d'environnement, de sciences, de recherche, ainsi de suite. Donc, on peut passer par l'une des deux voies, c'est-à-dire se former puis aller dans une école de journalisme, se former comme scientifique et puis aller dans une école de journalisme pour apprendre à écrire. On peut aussi passer par une école de journalisme et puis se former comme moi je l'ai fait, moi je pense. S'intéresser aux questions. C'est vrai qu'il y a un débat autour de la question. Il y en a qui disent qu'il faut passer par une école de sciences, une école de formation en sciences. Après avoir eu des diplômes académiques, aller maintenant se former comme journaliste pour exercer. Et là, il y a des exemples. Par exemple, parmi ceux qui m'ont formé, il y avait des docteurs en physique, devenus journalistes. Il y en avait qui n'étaient que journalistes et sont devenus journalistes scientifiques. Donc, le débat n'est même pas autour de la formation. Le débat concerne l'intérêt pour les questions scientifiques. On peut ne pas avoir suivi l'une des deux voies, mais commencer doucement, avoir ce qu'on appelle des parrains. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive dans une rédaction... La connexion ne nous permet pas de bien vous entendre, Madame Igono. Une rubrique, par exemple, les journalistes scientifiques du Cameroun doivent s'intéresser à cette question d'Internet au Cameroun. Donc, voilà. Merci beaucoup, Adrienne. Patrick, Adrienne a mentionné quelque chose de très important tout à l'heure, la question de la formation et à côté aussi l'intérêt pour les sujets scientifiques. Et moi, je veux vous demander, vous, comment vous êtes né, comment vous êtes venu cet intérêt-là pour la couverture des sujets scientifiques? Voilà, merci beaucoup, Kossi, pour la parole. Également, des très belles explications. En fait, il y a des gens qui pensent qu'être journaliste scientifique, il faut d'abord avoir une formation scientifique à la base. Comme Adrienne également, j'ai été formé comme journaliste généraliste à la base. Mais du coup, depuis 2010, j'ai commencé à travailler dans un média universitaire. Et à partir de là, j'ai commencé à me familiariser avec les chercheurs, ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. Et je me suis dit, mais dans ma région, il y a peu de gens qui s'intéressent aux questions de la science. Dans tous les médias, même dans le média où j'étais, qui était un média universitaire, la science n'avait pas en tout cas suffisamment déplacé.
il fallait que je puisse dire aux responsables du média que voilà, on est un média scientifique, mais tout ce qu'on fait, c'est pas au fait de la science. Et j'ai initié certaines émissions sur la science. Et après ça, je commençais à suivre des formations, beaucoup plus à distance, comment écrire sur la science, comment devenir journaliste scientifique. Et c'est vraiment en 2015 où j'ai été calé au fait en matière de journalisme scientifique. Et du coup, j'ai été invité à la 11e conférence mondiale de journalistes scientifiques à Lausanne. Malheureusement, je n'y étais pas faute de visa, mais c'était au fait une belle expérience. Et après ça, j'ai été contacté par SAIDEV qui voulait que je travaille pour eux et on a eu des différentes formations sur l'écriture scientifique et voilà comment j'ai commencé en fait le journalisme scientifique. Mais c'est qu'Adrienne disait en fait, on peut être formé, on peut être scientifique à la base et on se forme à l'écriture journalistique sur la science, tout comme on peut être également journaliste à la base et après on se forme sur comment écrire sur la science parce qu'il y a en fait beaucoup de choses autour de l'écriture scientifique qui sont différentes de ce qu'on fait dans le journalisme de façon générale. Merci pour ce partage, Patrick. Le journalisme évolue et même si on a une formation de base, que ce soit en sciences ou en journalisme, cette formation, elle est continuelle et elle n'a pas de fin. Comme le dit souvent un invité, nous sommes des éternels étudiants et l'intérêt pour la science, les journalistes scientifiques n'ont pas pour habitude, comme les journalistes politiques, de tendre leur micro à des politiciens ou comme des journalistes économiques de tendre des micros à des acteurs économiques, mais les journalistes scientifiques travaillent sur le terrain scientifique et ils font quoi? Ils font la couverture des sujets scientifiques, ils sont là tout le temps derrière les scientifiques, derrière les acteurs de la recherche pour pouvoir raconter justement ce qui se fait dans la science et sont un peu comme les yeux du public dans les laboratoires. Mais pourquoi avoir initié d'animer une série d'échanges en journalisme scientifique? J'ai une anecdote personnelle à partager. Il y a quelques mois, j'ai été contacté par un média scientifique pour écrire un article. Évidemment, pour les besoins de cet article, je dois interviewer des chercheurs. Les identifier n'a pas été un problème. J'avais déjà des contacts, donc j'ai envoyé des séries de mails, j'ai sollicité des interviews écrites ou des visioconférences selon la convenance personnelle des chercheurs. Mais la plupart d'entre eux n'étaient pas disponibles. On le sait, le calendrier des chercheurs n'est souvent pas celui des journalistes, mais les acteurs, les scientifiques que j'ai contactés, nombreux d'entre eux n'étaient pas disponibles, non pas qu'ils ne souhaitaient pas répondre à ma sollicitation, mais la question de la disponibilité. Certains m'ont dit, Monsieur Kossi, dans 2 semaines, recontactez-moi. Ce que j'ai fait après 2 semaines, et puis après, on me renvoie encore à 2 semaines. Et puis les 2 semaines, c'est finalement me dire Kossi, bon, là, je suis en voyage, il faut attendre dans 1 mois. Alors que le média qui contacte, qui commande l'article attend le papier et toi, le journaliste, quelque part, tu es pris en étau entre la disponibilité du chercheur et entre les besoins de ton rédaction qui attend un papier livrable. Et ce problème est l'un des défis qui nous amènent à lancer cette initiative pour pouvoir connecter les journalistes et les chercheurs et aussi pour pouvoir mettre à la disposition des journalistes un contact de chercheurs auxquels ils peuvent contacter. D'un côté, vous savez, les chercheurs sont passionnés par les découvertes, par les recherches, et ils passent du temps dans les laboratoires, ils fouillent, ils collectent des données, mais les journalistes scientifiques, eux, participent aussi à la diffusion de ces avancées au grand public. Et si les premiers font la science, les seconds la racontent, mais pourtant, comme je viens de partager mon anecdote, ce n'est toujours pas le cas. Les scientifiques ne seront souvent pas disponibles. Je ne sais pas si Adrien nous parle aussi, si l'un de vous a déjà fait face à cette expérience où vous avez un papier qui attend, vous faites appel à un scientifique qui, lui, ne répond pas tout de suite à vos sollicitations. Et même s'il le fait plus tard, c'est pour vous dire finalement qu'il n'est pas disponible pour intervenir. Oui, je pense que c'est une question, c'est un problème crucial dans nos pays. Et moi, en tant que
En faisant ma présentation tout à l'heure, vous avez dit que j'avais animé, j'ai coordonné une rubrique santé environnement pendant 8 ans. C'était 9 ans, bon, on ajoute une année, dans un quotidien privé de la place. Et ce n'était pas facile pour moi. D'abord, ce n'était pas facile parce que, on dit chez nous, ce n'était pas un journal à capitaux, ce n'était pas un journal d'État. Donc, du coup, chez le ministre, il vous demande d'écrire à sa hiérarchie. C'est ce qui se passe. Dès qu'il vous dit ça, c'est pour vous décourager. Donc, parfois, vous venez à la rédaction et vous posez le problème. Votre rédacteur en chef ou bien votre directeur de publication initie quand même un courrier. Vous allez déposer. Je vous assure que ce courrier va attendre pendant longtemps. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'ai commencé à passer par, en fait, c'est la raison pour laquelle nous, au Cameroun, on a pensé que pour contrôler cette difficulté, on doit créer des réseaux. Donc, dans les associations, donc, on invitait, souvent quand j'assistais à ce qu'on appelait les cafés sciences, parler avec, disons, le responsable de la lutte contre le VIH au Cameroun. Je vais déjà avec toutes mes questions. Quand j'arrive là, parfois, on me demande, est-ce que tu es venu ici pourquoi tu nous embrouilles? Tu ne fais que pour poser tes questions. Et il a donné, il faut te limiter à l'exposé qu'il a donné, qu'il a livré, ainsi de suite. Une fois, j'ai dit au président, non, je ne peux pas me contenter de l'exposer, ce d'autant plus qu'après, je ne vais pas le voir. Donc, je pense que l'initiative d'inviter des chercheurs pour discuter avec des journalistes au cours des webinaires est louable. Ça va nous aider beaucoup. Ça va nous aider parce que l'accès aux sources d'information est vraiment un problème crucial dans nos pays, étant donné que les chercheurs sont en même temps des fonctionnaires, parce que les chercheurs dans nos pays ne sont pas indépendants. Ils ont aussi des carrières qu'ils veulent sauvegarder. Et du coup, sur le média, il ne va pas parler. Parfois, c'est même généralement le premier problème, la première barrière. Parce que les chercheurs sont des fonctionnaires, ils ont vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, c'est une mobilité. Puisqu'ils doivent voyager, ils doivent chercher aussi leur pitance et tout. Donc, ils ne sont pas toujours disponibles. Les inviter et parler à un certain nombre de journalistes est une très bonne chose, c'est une opportunité, c'est une perche qu'on doit saisir et ça dépend de ce que le journaliste veut, tirer. Monsieur Patrick Kaondoa. Du webinaire, j'ai beaucoup parlé. Bon, voilà, merci, je pense que l'idée que je voulais véhiculer est passée. C'est parce que je voulais me dérange. Exactement, comme Adrienne le disait, l'accès aux sources d'information pour les journalistes et scientifiques, c'est vraiment un problème très sérieux. Actuellement même, je suis sur un article parce que récemment, il y a l'OMS qui a publié un rapport sur l'infertilité dans les mondes, les taux élevés de l'infertilité dans les mondes et l'accès aux soins de fertilité. Et du coup, il fallait que je contacte un scientifique et jusqu'à présent, ça fait déjà plus de 2 semaines que je les contacte, mais il ne me répond pas. Je lui ai déjà envoyé les différentes questions, mais jusqu'à présent, toujours pas. Donc, il y a toujours ces problèmes d'accès aux sources d'information pour les journalistes scientifiques. Et le problème, ce n'est pas seulement les scientifiques. Parce que chez nous, en fait, à CIDEV, le principe, c'est rapprocher la science du développement. Et quand la recherche est faite, c'est pour qu'elle serve à résoudre un problème donné, quelque chose dans la société. Et il faut également impliquer les responsables étatiques, les politiques également, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent des différentes recherches qui sont menées par-ci, par-là. Et je vous assure également que les politiques ne sont pas aussi facilement abordables. Et donc, il y a ces problèmes sérieux
d'accès aux sources d'information. Certains articles, parfois on dépasse les deadlines pour soumettre les articles à la publication parce que tout simplement, tu dois contacter 2 ou 3 chercheurs pour diversifier tes sources d'information, mais il y a un qui ne répond pas et ça te pose vraiment un sérieux problème. Voilà pourquoi je loue encore cette idée de rapprocher les journalistes des scientifiques à travers les webinaires, parce que dans nos pays également, il y a le problème, parce qu'on peut chercher un scientifique par rapport à un domaine donné, on ne les trouve pas localement au pays et du coup, on est obligé de recourir à d'autres confrères qui sont dans d'autres pays, parce qu'il y a également ces problèmes-là dans nos différents pays. Également, il y a ces problèmes, on peut trouver des scientifiques, mais il y a des scientifiques également qui ne savent pas communiquer sur ce qu'ils font. Et c'est vraiment autant de problèmes qu'on rencontre en tant que journaliste scientifique. Je sais que la plupart des confrères qui sont avec nous dans cet échange, ce sont un jour ou l'autre s'est heurté à ces problèmes par rapport aux sources d'information. Et du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir accès à mes sources d'information? J'essaye de passer par les scientifiques parce que les scientifiques se comprennent entre eux. Donc, quand j'ai déjà gagné la confiance d'un scientifique qui m'a un jour accordé une interview par rapport à une question donnée, je lui pose la question, est-ce qu'il peut avoir son collègue, son confrère scientifique qui peut intervenir par rapport à une autre question? Et facilement, les scientifiques contactent son collègue et ça passe facilement que quand c'est un journaliste qui contacte directement le scientifique. Voilà comment moi je procède pour avoir accès à différentes sources d'informations. Chaque journaliste, Patrick, il est évident qu'au cours de sa carrière, a une fois fait face à l'indisponibilité d'un scientifique sur un sujet donné, à la difficile accès d'un scientifique. Et ce problème s'est accentué durant la pandémie du COVID-19, où le public avait une soif de l'information scientifique et les scientifiques qui travaillaient sur cette pandémie n'avaient pas le temps et certains non plus n'étaient pas disponibles pour parler aux journalistes. Cette série d'échanges entre journalistes et chercheurs que lance le RDSAF va permettre de créer un pont de collaboration entre journalistes et chercheurs, de créer un cadre de travail, un cadre d'échange, un cadre de discussion entre les deux acteurs et va permettre aussi finalement aux journalistes scientifiques d'interagir directement avec les chercheurs et de leur poser des questions, les questions qui permettent de répondre aux attentes du public, les questions qui permettent de combattre l'ignorance du public, les questions qui permettent au public d'avoir accès au savoir, à l'information scientifique. C'est l'objectif de cette série d'échanges et comment les échanges-là vont se dérouler. Ce sont des échanges qui vont avoir lieu une fois par semaine et 2 fois par semaine. Nous comptons commencer avec deux fois dans les semaines. Ce ne sera pas une initiative qui va avoir lieu toutes les semaines, ce sera pour un début 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine selon la disponibilité des scientifiques. Nous l'avons mentionné, ils sont souvent pas libres, mais qui seront les animateurs de ces échanges-là, de ces échanges qu'on va avoir avec les scientifiques? Ce sera les journalistes du réseau, les journalistes qui sont membres du réseau du RJSAF. Donc, ce sera pas forcément Kossi que vous verrez à chaque animation. Vous verrez des journalistes du réseau et cela va permettre à ceux qui assistent d'avoir, tous les journalistes vont mettre à disposition leur contact. Je travaille par exemple une question essentielle sur un sujet, par exemple, et les scientifiques que j'ai interviewés qui se sont rendus disponibles et qui souhaiteraient, par exemple, discuter avec d'autres journalistes et qui souhaiteraient communiquer les travaux de leur recherche, je l'invite, par exemple, et il vient. Pendant un premier temps, il explique peut-être les thématiques de sa recherche et le reste du temps, la bonne partie du temps sera consacrée aux questions des journalistes scientifiques. Ce sera vraiment un débat participatif. Ce n'est pas un masterclass, ce n'est pas des cours comme on l'a dans les amphis ou dans des écoles de formation, mais ces échanges, nous les envisageons vraiment comme des espaces de discussion entre journalistes et scientifiques. L'idée, c'est de familiariser les deux acteurs. L'idée, c'est de permettre, par exemple, aux journalistes qui travaillent sur des questions de pouvoir trouver
de la matière pour écrire. Parfois, vous avez un sujet, mais vous avez du mal à trouver un scientifique. Et si tous les journalistes du réseau, du RJSAF mettent à contribution leurs contacts, cela fera une base de données. Cela va alimenter aussi les carnets d'adresses des journalistes de notre réseau, et pas seulement de notre réseau, mais aussi des journalistes qui écrivent et qui aussi diffusent l'information scientifique. Ces échanges répondent à quoi? Vont permettre aux journalistes d'avoir accès à des sources, vont leur permettre de poser directement des questions, vont leur permettre de mieux traiter l'information scientifique, vont leur permettre aussi d'avoir un carnet d'adresses de scientifiques bien fourni. Ça va aussi leur permettre de faire quoi? De pouvoir avoir de la matière pour écrire des articles. Et à la longue, nous aurons bien évidemment des compétitions, comme on l'a eu, des concours pour primer les reportages qui seront issus de ces échanges. Et déjà, nous mettrons également à la disposition des journalistes. Ce sera un sondage qu'on va lancer très prochainement, ou un fichier Excel qui sera mis à la disposition des journalistes qui vont remplir ces documents-là et nous faire savoir les thématiques sur lesquelles ils travaillent. Par exemple, nous, on prévoit une rencontre avec un chercheur sur le paludisme. Peut-être que la majorité des journalistes actuellement ne travaillent pas sur ce sujet. Parfois, il y a l'actualité qui commande. Peut-être qu'il y a encore une pandémie qui survient, on ne le souhaite pas. Ou peut-être qu'en temps de pandémie, en temps de choléra, par exemple, en RDC, si c'est l'actualité qui abonde, dès que vous avez un événement sur cette question-là, forcément, des journalistes viendront parce qu'ils sont à la recherche de l'information, parce qu'ils veulent répondre à l'attente de leur public. Madame Adrienne Ngono, la question que j'ai pour vous, c'est, et pour vous, pourquoi ces séries d'échanges-là sont importantes au-delà des avantages que nous venons de mentionner? J'avoue que il pleut des cordes ici, Wow. à Yaoundé, et j'ai un peu de la peine à te suivre. Mais je pense que l'avantage de cette initiative, les avantages de cette initiative, c'est déjà aider les journalistes à trouver des chercheurs et puis se familiariser avec ces chercheurs-là. C'est-à-dire que nouer des relations plus solides. Vous savez, quand devant un chercheur seul, quelquefois, par un réseau comme celui-ci, il se dit, bon, si je dois parler à des journalistes de tel réseau, ça veut dire que on aura échangé. Les membres du réseau repartent vers lui et lui disent, bon, voilà, vous nous avez entretenu sur telle question dans le cadre de tel réseau et tout. Ça nous met en confiance. Donc, l'initiative va mettre les chercheurs que nous allons aborder, que nous allons contacter en confiance pour pouvoir parler aux membres du réseau. C'est-à-dire que lorsqu'un membre du réseau sollicite un chercheur qui a déjà eu à passer dans le cadre des rencontres, des webinaires, il ne va pas se poser beaucoup de questions. Il va comprendre que c'est quelqu'un avec qui il a déjà eu quand même un contact proché. Bon, et aussi l'avantage, c'est que lorsque les journalistes vont suivre les webinaires et qu'ils produisent des articles, ça va faire que le chercheur qu'on aura contacté va se lire, comme on dit, il va se revoir dans les articles. Et s'ils écrivent fidèlement ce qu'il a dit, s'ils transcrivent fidèlement ses propos, ça renforce la confiance, comme je disais tout à l'heure. L'autre chose, c'est pas seulement interagir avec les chercheurs. Patrice tout à l'heure a dit qu'il passe parfois par des collègues et des confrères qui peuvent l'aider à avoir facilement des chercheurs qu'il ne retrouve pas dans son pays. Donc, ça va renforcer aussi ce lien-là entre nous journalistes. Ça va permettre que, je vois Isabelle ici en ligne, Isabelle qui est au Québec, si moi j'ai un problème, un article scientifique que je
je voudrais écrire. Et qu'au niveau du Cameroun, je ne trouvais pas le scientifique qui peut réagir spontanément. Je peux lui demander de m'aider dans ce sens-là. Donc, ça ne fait que aller, c'est une continuité de ce qu'on a commencé à Dakar, parce que les problèmes qu'on a soulevés à Dakar, entre autres problèmes, c'était la difficulté d'accès aux chercheurs. Donc, voilà, en quelques mots, les avantages de l'initiative que nous sommes en train de lancer. Voilà. Merci. Merci Adrienne pour ce riche apport. Je vois Patrick aussi qui voudrait ajouter quelque chose. Oui, je voulais un peu compléter au fait, Adrienne. Mais si vous permettez, Patrick, avant d'y aller, j'informe les participants que vous pouvez poser des questions dans la boîte de chat. Je vois des réactions, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les soumettre dans la boîte de discussion. Ce sera avec plaisir que nous répondrons à ces questions. Patrick, le micro est à vous. Allô, Patrick. Oui, au fait, je disais que je voulais compléter au fait, ce que disait Adrienne. Ce qui me complique, je suis sur mon téléphone et il y avait un appel entrant qui est un peu compliqué. En fait, par rapport à ce que disait Adrienne, cette série de webinaires, c'est vraiment une occasion pour les journalistes d'être en contact avec les scientifiques. Donc, pour éclaircir, c'est comme un peu une conférence de presse où les journalistes auront en face d'eux un expert qui va intervenir par rapport à une question donnée. Et ce qui est important, c'est que la matière qui sera traitée, abordée dans les différents webinaires, ça viendra en fait de nous, journalistes, par rapport aux différentes réalités de nos régions. Je prends les cas actuellement chez moi, au Sud-Kivu, où je suis en RDC. Hier, il y a eu des fortes pluies qui se sont abattues dans un des territoires de la province. Et il y a eu plus de 150 morts déjà. Et les recherches continuent. Et donc, ce sont des questions également qui nécessitent également des éclaircissements scientifiques. Comment expliquer cela et comment prévenir les pires dans l'avenir. Et voilà, c'est l'occasion en fait de parler de nos différents problèmes. Parce que le seul endroit qu'on a pour parler des problèmes qui touchent vraiment les vécus quotidiens de la population, c'est le journalisme scientifique. Parce que quand on est dans le journalisme politique, beaucoup plus, c'est du militantisme, du fanatisme pur et simple. Mais quand c'est la science, on touche vraiment les réels problèmes de la population. Donc, c'est vraiment une occasion à n'en et à ne pas rater. Et surtout, l'important également, c'est de produire beaucoup plus d'articles sur les questions qui nous touchent et les questions qui touchent les vécus quotidiens de nos différentes régions. Voilà ce que je voulais ajouter par rapport à ce que disait Adrien. Nous restons ouverts aux questions éventuelles des participants. N'hésitez pas à nous soumettre vos questions. Vous savez, la fréquence. Vous avez parlé de la fréquence. Vous avez dit c'est une fois toutes les 2 semaines. Ça peut être, on ne peut pas avoir une fréquence arrêtée stable parce que ça dépendra des chercheurs. Et bon, est-ce qu'on a déjà, je peux savoir quand est-ce que on pourra lancer effectivement et comment est-ce que ça va se passer? Bon, c'est vrai qu'on a dit qu'on lance un brainstorming dans lequel, au cours duquel les journalistes vont se prononcer sur les sujets sur lesquels ils veulent commencer à travailler. Et c'est cela qui va nous décider sur quel expert contacter en premier lieu. Bon, est-ce que vous avez déjà une idée de comment ça pourra commencer? Est-ce qu'on n'est pas sorti de la crise du Covid avec la question des vaccinations et tout? Et puis, c'est d'ailleurs parlant de vaccination, le problème se pose pour les autres maladies. Parce que, disons-le, il y a comme un rejet de la vaccination dans nos pays.
Est-ce qu'on ne peut pas déjà voir quel est l'expert qu'on peut contacter sur cette thématique-là, mais pas trop traîner, thématique de la vaccination? Merci beaucoup, Adrienne, pour cette question. Je vois aussi des réactions dans la boîte de discussion. Merci, Isabelle, pour votre intervention. Comment faites-vous pour faire un carnet d'adresses d'experts? Comment reconnaître un bon expert? Et aussi une intervention de Romulus Dorval. Merci pour la qualité des échanges. Comment concilier l'exigence de redevabilité à notre public et l'importance des coûts qui limitent souvent notre accès à certaines sources primaires. Et Mardoché Boli du Mali qui demande les échanges avec les chercheurs scientifiques va durer combien de temps? Si j'ai bien saisi la question, les échanges avec les scientifiques vont durer combien de temps? Avant de répondre à cette question, je peux bien y répondre, Adrienne aussi peut y répondre, Monsieur Patrick Aondoa aussi peut répondre à cette question, mais je vais d'abord répondre à la préoccupation d'Adrienne qui voudrait savoir, avoir une idée fixe sur la fréquence de la tenue de ces échanges. L'une des difficultés, il ne faut pas le nier, est l'accessibilité des scientifiques, comme on l'a dit, on ne va pas revenir dessus. Mais si les scientifiques se rendaient disponibles, pour moi, par exemple, je ne pense pas que cela pose un problème, qu'on puisse avoir ces échanges-là, autant que puisse se faire hebdomadairement, ou 2 fois même dans la semaine, ou 2 fois ou 3 fois dans le mois. Mais la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a des scientifiques qui sont disponibles tout le temps? Et nous avons toute la réponse, ce n'est pas évident. Mais je pense que dans un premier temps, on peut déjà commencer en se disant qu'on échelonne ces échanges-là sur un espace de 2 semaines. On a un échange la semaine prochaine, après 2 semaines, on a encore une rencontre avec un chercheur. Et au fur et à mesure que les scientifiques prennent goût et se rendent vraiment accessibles et sont intéressés, nous pouvons, dans ce cas, commencer par aller 1 fois la semaine. Donc, Adrienne, pour le moment, je pense que pour un début, la réponse, c'est 2 fois par semaine, 2 fois le mois. On a une séance la semaine qui vient et on attend encore 2 semaines pour avoir une autre séance et ainsi de suite jusqu'au moment où finalement on continue par organiser cette séance-là chaque semaine. Et pour la question de la thématique, nous voudrions répondre à la fois aux besoins des journalistes et aux besoins des scientifiques. C'est pourquoi nous parlions tout de suite de la mise à disposition d'un fichier que les journalistes pourront renseigner et nous dire les thématiques sur lesquelles ils travaillent, les thématiques de leur intérêt, par exemple, parce qu'ils ont aussi, ils écrivent pour un public et chaque public il y a l'actualité actuellement au Togo n'est pas celle du Cameroun, celle de la RDC. Nous avons des actualités différentes. L'environnement, la santé nous affectent de manière différente. Donc, mais si on arrive à trouver, comme Adrienne l'a dit tout de suite, la question de la vaccination, par exemple, elle s'est posée de façon universelle lors de la pandémie du COVID-19, où tout le monde devrait se prémunir contre ce virus. Donc, c'est un sujet important, c'est un sujet essentiel. Nous pouvons commencer et la fréquence aussi va dépendre de la réactivité des membres du réseau. Comme nous le disions, les figures que vous verrez lors des échanges, ce ne sera pas forcément la mienne ou celle d'Adrienne ou de Patrick. Les journalistes membres du RJSAL pourront nous faire des propositions, voilà un scientifique, voilà une thématique que je voudrais animer, voilà toute cette thématique. Je voudrais inviter un scientifique pour discuter et aussi pour pouvoir répondre aux questions des confrères. Je pense que si un confrère nous soumet, vous pouvez soumettre cette demande à Patrick, à Adrienne ou à moi. Je pense qu'on peut ensemble l'organiser. Donc, vous ne verrez pas que moi, comme je le dis encore une fois, ce sera plusieurs figures. On essaie de faire en sorte que ça soit vraiment pluriel. Moi, j'ai mon carnet d'adresses, j'ai des contacts. Patrick a les siennes, Adrienne aussi a des contacts.
et les membres de notre réseau aussi ont des contacts. Si ensemble, on se met ensemble, c'est ensemble, on anime ces genres d'échanges. Je pense que ce sera profitable pour la plupart des gens. Et aussi, l'intérêt, quelque part, c'est de diversifier les thématiques que nous traitons. Je traite, c'est vrai, l'environnement. Je traite aussi les questions de santé. Je traite aussi les questions de technologie. Aujourd'hui, il y a toute une actualité derrière l'intelligence artificielle. Et en tant que journaliste scientifique, cela me concerne aussi. Donc, on peut aller vers des thématiques comme ça, vers des thématiques plurielles. Et ces échanges-là vont permettre aux journalistes de diversifier les thématiques sur lesquelles ils travaillent, d'aller au-delà de leur intérêt personnel, pas d'intérêt financier, mais d'intérêt, par exemple, j'ai un intérêt, une passion pour les questions d'environnement, du changement climatique, plutôt que pour les questions peut-être tu vois, de l'espace, de l'exoplanète. Je pense, Adrienne, avoir répondu à votre question. Si ce n'est pas le cas, je vous donne merci encore... beaucoup, c'est clair. Merci, c'est clair. Merci beaucoup. Nous avons des questions dans la boîte de discussion. Je ne sais pas si quelqu'un se sent à l'aise pour répondre à l'une d'elles, mais la question de Mardoché, les échanges avec les chercheurs scientifiques vont durer combien de minutes? Ces échanges pourront durer 1 heure, elles pourront durer, dans l'idéal des mondes, 30 minutes ou 45 minutes, mais parfois, vous savez, il y a aujourd'hui, nous avons un défi en Afrique, il ne faut pas le nier, la question d'Internet. Parfois, vous êtes en plein webinaire et boum, la connexion elle est coupée, ou c'est l'électricité en fait qui vous subissez une coupure de courant, et aussi l'Internet est cher, les débats actuellement en Côte d'Ivoire, au Cameroun aussi. Donc, nous prévoyons 45 minutes pour ces échanges, 15 minutes peut-être pour la présentation du chercheur. Il vient, il se présente, il présente sa thématique et les 30 dernières minutes seront consacrées aux questions, réponses ou à la discussion. Donc, 45 minutes, ces échanges vont durer 45 minutes, mais si elles vont au-delà de 45 minutes et vont jusqu'à 1 heure, je ne pense pas que cela pose un problème, mais le format sera 45 minutes pour que ces échanges-là ne soient pas épuisants à la fin, mais pour que ça soit vraiment interactif. Une autre question de Madame Isabelle qui demande comment faites-vous pour faire un carnet d'adresses d'experts? Je pense que ce sont souvent, moi par exemple, lors de la pandémie du COVID-19, une institution en France a mis à ma disposition un fichier dans lequel j'ai les contacts de tous les experts par thématique, les vaccinologues, les épidémiologistes. Ils ont scindé en fait les thématiques de tous ceux qui interviennent, dont tous les scientifiques qui interviennent sur cette question-là. Et ils m'ont fourni, par exemple, un document où j'ai tous les contacts des scientifiques. Mais après aussi, comment nous avons les contacts lors de la conférence de Dakar, par exemple, la conférence a connu la participation des scientifiques et des chercheurs. Et ces scientifiques-là sont aussi c'est aussi des scientifiques que nous ne connaissons pas avant, avec qui nous n'avons pas eu à travailler, mais nous prenons leurs contacts et nous enrichissons notre carnet d'adresse. Et aussi la piste évoquée par Patrick, où tu te retrouves dans une situation où tu travailles sur une thématique donnée et vous contactez un scientifique qui vous dit « Je ne suis pas disponible, mais je ne suis pas compétent pour répondre. Je vous propose mon confrère qui est plus compétent que moi ou qui est disponible pour répondre à votre question. » Et là, vous enrichissez votre carnet d'adresse. Il arrive aussi, si on appartient à un réseau comme le RJSAF, moi, il m'est arrivé d'avoir un contact d'un journaliste par Mardoché ou par Patrick ou par Adrienne elle-même, où je demande à un confrère, voilà, je travaille sur ceci, est-ce que tu peux me mettre en contact avec tes scientifiques? Et je vous assure que ça permet de vraiment enrichir son carnet d'adresse. Et vous avez par exemple aussi, je ne sais pas si tous les journalistes le font, mais moi, par exemple, j'ai un fichier dans lequel, dès que je travaille avec un scientifique, je renseigne son nom, son contact, et il y a un document que quand j'ouvre, par exemple, j'ai la liste des scientifiques, j'ai la liste de leurs contacts, j'ai leur mail, j'ai tout, et quand j'ai besoin d'un scientifique, je vais dans ce fichier-là, mais
quand je vois que, bon, j'ai personne, c'est là que je commence par fouiner à gauche et à droite. Le réseautage permet aussi d'élargir son carnet d'adresses, mais pas que. Le réseautage, la participation à des événements, à des conférences et aussi la participation à cette série d'échanges que nous organisons, par exemple, c'est aussi une piste pour élargir son carnet d'adresses. J'ai bavardé beaucoup. Peut-être qu'Adrien et Patrick aussi voudraient nous partager leur expérience personnelle. Oui, oui, Isabelle Oui, veut en fait, savoir comment on reconnaît un bon expert. Allô, Patrick? Vas-y, oui, Adrienne. oui, vas-y. Bon, je voulais en fait répondre à une autre question parce qu'il y a une consoeur ou un confrère dans le chat qui a demandé au fait comment on devient journaliste scientifique et qui est réellement journaliste scientifique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le journaliste scientifique, c'est en fait un journalisme qui se consacre à la couverture de l'actualité qui est liée à la science et également à la diffusion auprès de son public des récentes découvertes. Je parlais bien avant d'une étude qui a été publiée par l'OMS sur l'accès aux soins de santé de la fertilité à travers le monde. Donc, ce sont en fait ces genres de sujets qui passionnent également les journalistes scientifiques. Et au-delà de ça, également, parlant du carnet d'adresses, comment je l'ai fait aussi, comment je l'ai construit, c'est au fait à travers les différentes personnes que j'interroge. Parce qu'on a déjà interrogé un scientifique X et qu'on a encore besoin de lui l'autre fois, ça passe. Au-delà de ça, j'essaye de contacter également des confrères qui sont un peu à l'international parce qu'il faut qu'on se le dise. Dans nos pays, beaucoup plus dans nos pays africains, les scientifiques ou nos personnes ressources ont beaucoup plus confiance aux médias internationaux qu'aux médias locaux. Et du coup, j'essaie de contacter les confrères qui produisent des émissions sur la science. Par exemple, j'ai échangé un jour avec Caroline Paré, qui est des RFI, Caroline Lachowski également, qui est des RFI. Et ils m'ont envoyé en tout cas toute une liste des experts africains selon différents domaines. Et ça m'a permis quand même également d'avoir même des scientifiques de mon pays, mais qui m'est compliqué parfois. Et voilà un peu ce que j'ai fait. Au-delà de ça, il y a également les scientifiques. Je passe par moments également dans les différents centres des recherches pour avoir une liste de chercheurs selon leur domaine d'intervention. Et ça me permet d'avoir quand même pas mal de chercheurs que je peux contacter sur une question donnée. Voilà un peu. Je laisse la main à Adrienne. Oui, merci beaucoup, Patrick. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, mais le deuxième volet de la question d'Isabelle, je ne sais pas si c'est un piège. Bon, je voudrais dire que reconnaître un bon chercheur, moi, je dis qu'un bon chercheur, d'abord, est celui-là qui, lorsqu'on l'interpelle pour un sujet, répond avec diligence. Pourquoi je le dis? Moi, j'ai l'expérience, de ma petite expérience. C'est que lorsque vous allez, par exemple, vous devez travailler sur un sujet, et à mes débuts, j'étais pratiquement à l'hôpital, dans un hôpital de Yaoundé, on appelle l'hôpital central. J'y étais presque tous les jours parce que
Oh là là, nous avons perdu Adrienne à cause de la connexion Internet, justement, un problème que nous évoquions tantôt. J'espère qu'elle va nous revenir. Nous sommes aussi déjà vers la fin de cette... Voilà, elle est là. Elle est là. Ouais, j'ai été coupée. Oui, J'ai été... oui, ça a été coupé. Bon, je disais, il te dit qu'il faut me laisser aussi le temps d'aller préparer le mien. C'est pour rentrer dans ces cahiers et te préparer les réponses pour te les donner. Bon. Et il y a aussi les collègues, il y a aussi les confrères, les collègues des chercheurs qui vont te dire non, ne va pas chez celui-là. Il va beaucoup bavarder pour rien. Si tu veux vraiment de très bonnes réponses, si tu veux une bonne interview, il faut aller plutôt chez tel autre. Donc, et il y a aussi, vous lisez aussi ses interventions, vous lisez aussi ses travaux. Vous allez vous renseigner sur ce qu'il a fait, ses travaux antérieurs, s'il a été, par exemple, dans une grande école ou bien à l'université, sur quel thème il a soutenu, s'il a soutenu sur la thématique sur laquelle vous voulez travailler. Vous essayez aussi de voir quelle a été, vous lisez vous pouvez aussi essayer de parcourir son mémoire s'il vous satisfait. Si, parfois, il y en a qui postent les mémoires, ils mettent leurs mémoires en ligne. Vous pouvez aller regarder si le travail qu'il a fait est intéressant, s'il a fait seulement s'il a seulement, je sais pas quoi. Donc, voilà comment moi je reconnais les bons chercheurs. C'est pas forcément ceux qui passent dans les radios, les télés, qui s'agitent, qui sont des bons chercheurs. Il y en a qui gardent même seulement, qui travaillent, qui sont des bons chercheurs, mais ils ne veulent pas s'exposer. Mais c'est quand vous allez vers lui, il vous accorde une interview ou bien un échange, même verbal, quand vous échangez dès le premier contact, vous pouvez déjà ressentir si oui ou non, il va vraiment résoudre votre problème. Bon, voilà ce que je voulais dire. Et aussi, apparemment, la réunion va commencer. Oui, merci. Oui, allez-y. Oui, allez-y, Kaondoa. Oui, par rapport aux bons experts, en fait, les bons experts, ce sont les experts qui produisent quelque chose. Aujourd'hui, Internet nous a déjà facilité. On sait voir qu'est-ce que l'expert, comme il propose, a déjà publié, qu'est-ce qu'il a déjà écrit. Il est déjà intervenu dans combien de médias, quelle était la pertinence de tout ce qu'il a dit. Et ça te permet en fait de savoir est-ce que oui ou non c'est une personne idéale. Parce qu'il m'est arrivé un jour de faire une interview avec un scientifique, mais après, je n'ai pas diffusé ce qu'il m'a dit parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas très pertinent par rapport à ce qu'il me proposait. Également, les bons experts, également, à travers nos pays, on a des différents centres de recherche. Et là, les experts se connaissent également entre eux. Et comme je l'ai proposé, quand c'est un expert qui te propose son collègue expert, ça te permet en fait d'avoir au moins une petite assurance par rapport à la pertinence de ce que l'expert va te dire. Voilà un peu. Merci à vous, chers collègues. Monsieur Kaondoa et Madame Gounor, épouse Moussong. Et merci à vous aussi, tous les participants et participantes à ce webinaire de lancement de ces échanges que nous aurons dans les semaines à venir. Merci à Fedina, à Madouché, à Hector, à Isabelle, à Mawede, à Romulus Dorval, Cussier du Cameroun. C'est vrai que nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais vous savez où nous trouver. Ce webinaire, le webinaire de lancement est diffusé en direct sur la page Facebook du réseau des journalistes scientifiques d'Afrique francophone. Et aussi, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions par WhatsApp ou par mail ou par quelques moyens
qui vous semble bon. Nous prendrons plaisir à répondre à toutes ces préoccupations et à faire avancer ensemble la science en Afrique francophone. Merci encore une fois pour votre disponibilité. Merci surtout pour votre participation et pour ces échanges. C'est un plaisir de savoir que vous avez eu un intérêt à pouvoir suivre ce webinaire. On vous dit merci encore une fois et rendez-vous dans les semaines à venir pour le début de cette initiative qui, nous l'espérons et en sommes convaincus, va permettre de faire avancer le journalisme scientifique francophone. Au revoir à tous et à tous et bonne fin d'après-midi. Bonne fin de semaine aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.